etc. Et puis le fait de créer des blocs régionaux au sein d'un continent, ça donne la possibilité de faire jouer des rivalités entre régions. Et donc, si une région résiste, de pouvoir promouvoir une autre région qui va pouvoir accaparer les avantages au détriment. Donc, vous allez avoir des rivalités entre régions. En Europe, on appelle ça des baronnies. Des baronnies au temps du Moyen-Âge, où finalement il y avait des rivalités, et c'était celui qui était le plus offrant, le plus pute, c'est-à-dire celui qui se vendait, qui se prostituait, qui avait les avantages du grand prince. Et au sein des États donc, qui s'éclatent, qui sont en cours d'éclatement, et pareil en Amérique du Nord, je rappelle qu'il y a le dirigeant du Texas, je crois qu'il s'appelle Perry, qui a lancé une pétition pour l'indépendance du Texas, un truc de ce style. Donc on voit qu'il y a des choses, ça bouillonne. Donc s'il y a une volonté, c'est qu'on va pouvoir, pour les multinationales, jouer sur les rivalités entre États, et c'est l'État, le bloc régional, qui aura les protections sociales les moins développées, les protections environnementales les moins développées, qui pourra accueillir ces multinationales. Et donc ça se fera au détriment du peuple. C'est ça le fond de l'histoire. Créer une population nomade, interchangeable, déracinée. C'est ça l'objectif du mondialisme. Alors, dans cette histoire, vous avez un élément qui a fait basculer et accélérer le phénomène, c'est la politique de Poutine. En février 2013, je vous ai dit que Obama a lancé et officialisé le marché transatlantique. 3 fois, Poutine a essayé de torpiller le marché transatlantique. Novembre 2010, novembre 2010 à Berlin avec Angela Merkel, juillet 2012 devant le corps diplomatique russe, et tout récemment, le 28 janvier 2014, à Bruxelles, Poutine a proposé de créer une zone de libre-échange allant de Lisbonne au Pacifique, et donc de détruire le marché transatlantique. Les anglo-saxons ont vu rouge, parce que d'abord, les anglo-saxons n'ont jamais accepté de créer un bloc européen unifié sans leur accord. Si le monde anglo-saxon, à Londres et à Washington, si le monde anglo-saxon s'est toujours opposé à Guillaume II, Première Guerre mondiale, et Hitler, Seconde Guerre mondiale, c'est parce que ces deux dirigeants voulaient l'unité de l'Europe, mais uniquement sous la direction de Berlin. Les Anglo-Américains étaient éjectés dans cette histoire. Les Anglo-Américains sont d'accord pour l'unité de l'Europe à une seule condition, que cela se fasse sous leur direction. Et pour le moment, l'Allemagne, depuis 1945, a accepté cette hiérarchie. Le monde anglo-saxon, en liaison avec le mouvement sioniste, soumettant l'Allemagne, celle-ci n'étant que l'intermédiaire pour imposer un ordre régenté par la spiritualité politique allemande, mais en accord avec Londres et Washington. Donc Poutine a voulu casser ce marché transatlantique, et la réponse immédiate, ça a été février 2014, avec l'affaire de Maïdan, la place à Kiev, en Ukraine, où vous avez eu des partis pro-européens en faveur de l'intégration de l'Ukraine dans le bloc euro-atlantique. Je rappelle que vous avez un parti ukrainien pro-européen qui s'appelle l'UDAR, UDAR, qui veut dire le coup en ukrainien, qui est dirigé par Vitali Klitschko, le boxeur. Eh bien, quand vous intéressez à ce parti, il faut voir toujours d'où vient l'argent. Et c'est très intéressant de voir que ce parti UDAR est soutenu par trois blocs, la CDU d'Angela Merkel et 2 instituts en faveur de la démocratie des droits de l'homme, l'un dirigé par John McCain et l'autre par Madeleine Albright. C'est sur le site de l'UDAR. C'est curieux. À qui profite le crime? Donc Poutine a tenté de casser ce marché transatlantique, et réponse des Anglo-Américains, ça a été les événements d'Ukraine, et ce n'est pas fini, on n'est qu'au début. En fait, nous assistons à un conflit digne de 1984, avec d'un côté Océania, de l'autre Eurasia, le monde russe, soutenu par Estasia, la Chine. Et là, on commence à se rapprocher du goulot d'étranglement. Dans ce sens que on vous parle de plus en plus
depuis quelques semaines, plusieurs mois même, de sanctions occidentales contre les Russes. Parce que les Russes ne veulent surtout pas que l'Ukraine leur échappe. Il y a eu dernièrement l'accord avec le dirigeant ukrainien Poroshenko pour intégrer l'Ukraine à l'Union européenne. Et ça, les Russes ne le veulent surtout pas parce que Brzezinski, dans le Grand Échiquier en 1996-97, disait que si la Russie perdait l'Ukraine, elle perdait son rang d'empire. Et voir l'OTAN arriver jusqu'à Kiev, jusqu'en Crimée, ce serait une catastrophe pour le monde russe. Donc, les Russes ne veulent absolument pas que l'Ukraine bascule dans le camp occidental. Et face aux sanctions occidentales, Poutine a réagi en liaison avec le monde chinois. Et là, c'est une guerre à mort. Les ponts sont coupés. Le micro se rebelle. Les ponts sont coupés entre le monde russe, chinois d'un côté et le monde occidental de l'autre, dans ce sens que la Russie et la Chine ont décidé de la mise à mort du dollar. Lorsque Saddam Hussein a voulu ça, il a été flingué. Lorsque Kadhafi a voulu ça, il a été flingué. C'est facile, entre guillemets, de flinguer l'Irak et la Libye. Flinguer la Russie et la Chine, alors là, c'est légèrement plus compliqué. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que, voyez-vous, dans le cas de la Russie, suite aux sanctions occidentales, Poutine a réagi et vous avez eu, et là tout ce que je vais vous dire c'est document officiel, j'ai même quelques pièces d'archives là pour ceux qui voudraient voir. Vous avez eu au mois d'avril 2014 le bras droit de Poutine qui s'appelle Chouvalov avec un dirigeant financier qui s'appelle Moïsev, volonté de se dédollariser. C'est-à-dire que les Russes veulent commercer uniquement en roubles et se débarrasser du dollar. Il y a un élément clé qu'il faut retenir. Les États-Unis croulent sous la dette. Le dollar est la monnaie d'échange à l'échelle planétaire pour l'achat de matières premières et en priorité le pétrole et le gaz. C'est ça qui permet aux États-Unis pour le moment de tenir. Si le dollar est rejeté, les États-Unis ne tiendront plus. Alors pour le moment, les États-Unis tiennent parce que vous avez ce qu'on appelle les bons du Trésor américain qui sont achetés par tous les États du monde à différents degrés. Et vous avez à peu près 6 000 milliards de dollars américains tenus par les États et en premier la Chine. Et quand on additionne les bons du Trésor tenus par la Chine et la Russie, on observe que 23%, au mois de février c'était 25%, mais aujourd'hui c'est 23%, ou même 22% peut-être, au moins 23% des bons du Trésor sont tenus par la Russie et la Chine. C'est-à-dire que si ces pays décident vraiment de couper définitivement l'achat des bons du Trésor américain, les États-Unis se cassent la figure. Je vais vous donner un chiffre. La situation économique et financière américaine est catastrophique. J'ai un chapitre dans mon livre Chronique du mondialisme qui passe les points clés des faiblesses américaines. L'État fédéral américain, depuis Obama, s'est endetté encore plus que l'État fédéral américain du premier président des États-Unis, George Washington, jusqu'à Bill Clinton. L'État fédéral américain s'est endetté encore plus depuis Obama que tous les présidents de George Washington jusqu'à Bill Clinton. Pour vous dire la situation absolument catastrophique et irrécupérable de la part des États-Unis. Élément clé, élément décisif, et c'est même peut-être le Sarajevo de l'Europe qui a commencé, vous savez Sarajevo, 28, on a fêté ça si je puis dire, le 28 juin 1914, l'assassinat de l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie, François Ferdinand et sa femme. Peut-être que Sarajevo a commencé le 20 mai 2014, lorsque Poutine est allé en Chine, à Shanghai, pour signer un méga contrat gazier de 400 milliards d'une monnaie évaluée en dollars. Et là, ils ont décidé, les Russes et les Chinois, de ne plus payer ça en dollars, mais en roubles et en yuan. Ils ont décidé aussi, côté russe, d'élargir leurs liens commerciaux avec tous les pays asiatiques uniquement dans leurs monnaies respectives, plus en dollars.
vous avez ce qu'on appelle une dédollarisation complète. Et suite à l'accord russo-chinois pour l'abandon du dollar, je cite le texte officiel, il est dit au mois de mai 2014, les parties envisagent d'entreprendre de nouvelles démarches pour élever le niveau et élargir les domaines de coopération pratique russo-chinoise. Il s'agit d'engager une interaction étroite dans le secteur financier, y compris d'augmenter le volume des règlements directs en monnaie nationale, russe et chinoise, dans le commerce, les investissements et l'octroi de crédits. Vous avez la deuxième banque russe qui s'appelle la VTB, qui, pareil, au mois de mai 2014, a signé un accord avec la Banque de Chine pour, je cite le texte officiel, selon cet accord, les banques projettent de développer leurs relations dans de nombreux domaines, comprenant des coopérations dans les échanges en roubles et en yuan, dans la banque d'investissement, le crédit interbancaire, les échanges commerciaux et les transactions sur les marchés de capitaux. Donc ces États, russes et chinois, ont décidé de flinguer le dollar. 6 juin 2014, les dirigeants de Gazprom ont décidé de ne plus utiliser le dollar pour commercer avec les États. J'ai la pièce d'archive pour ceux qui voudraient voir. Donc on voit véritablement l'abandon du dollar, suite d'ailleurs aux accords de Bretton Woods de 1944. Et, chose très intéressante, vous avez quand même des éléments qui annonçaient cet abandon du dollar, et en particulier, je vais vous donner la référence, un rapport du FMI du 13 avril 2010. 13 avril 2010, à l'époque dirigé par Strauss-Kahn, qui à mon avis a payé très cher ce rapport, puisque, donc je dis FMI, 13 avril 2010, pages 26 et 27. Comme ça, vous n'aurez pas à chercher. Il est dit, dans ce rapport du FMI, qu'il faut détruire le dollar pour mettre en place une monnaie mondiale, qui s'appelle le Bancor, B-A-N-C-O-R, même nom utilisé par Keynes, déjà lors des accords de Bretton Woods, où il voulait en 1944 établir le Bancor. Chose très intéressante, cette idée de monnaie mondiale a été déjà évoquée parmi les élites par une revue qui s'appelle The Economist, dans son numéro, je ne sais plus le mois, mais c'était en 1988, où vous pouvez voir sur la couverture, en fait sur Internet, je vais vous donner les points de repère, vous avez le dollar, le yen et le mark qui brûlent, et des flammes et des cendres naissent un oiseau, le phénix, le nom de la monnaie mondiale, qui dans la revue The Economist de 1988 doit voir le jour en 2018. C'est très intéressant de voir, peu importe le nom que s'appelle phénix ou la mouette ou le pigeon, peu importe, c'est très intéressant de voir que ces élites ont un projet défini et étalé sur des dizaines d'années. C'est ça qui fait leur force. La plupart des gens te disent non, 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 c'est pas possible. Ils sont méthodiques. Alors, quand ils disent 2018, peut-être ça sera 2020, 2023, parce qu'évidemment, on est sur Terre et rien n'est acquis. Et rien n'est éternel en bien comme en mal. Mais ça montre quand même qu'il y a une volonté d'établir quelque chose au sein de ces élites. Je rappelle une chose, j'aurais dû le dire, mais ça m'a échappé, maintenant je me rattrape. Vous avez la volonté de créer un bloc nord-américain, en théorie, qui devait voir le jour en 2010. Politique, économique et militaire. Quand je dis militaire, c'est l'aspect sécuritaire. Eh bien, chose très intéressante, d'un point de vue sécuritaire, la chose est acquise. Vous avez la sénatrice américaine Dianne Feinstein qui, lors d'une audition en juillet 2013, a évoqué, dans le cadre de la NSA, la volonté donc de lutter contre le terrorisme, enfin, blabla habituel. Et un de ses collaborateurs, alors je rappelle, la NSA, c'est un institut américain, qui s'active sur le territoire américain, normalement. Et chose très intéressante, un de ses collaborateurs montre une carte, on voit un bloc nord-américain, Canada, États-Unis, Mexique, réunis en un seul bloc, ben c'est là où s'active la NSA. Eh bien, ça correspond exactement au programme de 2005, mettre en place, je cite, un périmètre commun de sécurité. Et donc, s'ils ont déjà fait ça d'un point de vue sécuritaire en juillet 2013, l'aspect politique et économique va suivre dans quelques mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais pas dans 30 ans. Donc on voit qu'il y a une volonté
de favoriser et d'accélérer ce principe des blocs continentaux avec éclatement interne des États. Ce qui fait que pour l'Union européenne, une Catalogne indépendante, une Flandre indépendante, une Écosse indépendante, ça sera toujours dans la même prison, l'Union européenne. Un bloc nord-américain avec l'éclatement au hasard du Québec, l'éclatement du Canada, pardon, avec indépendance du Québec, ça sera factice, car ça sera un Québec indépendant, mais dans la coquille, la prison, Union nord-américaine, dirigée par les oligarques. Donc en fait, il faut bien voir, ça sera une liberté, mais avec une laisse. Il faut bien comprendre ça, que l'éclatement des États se fait sous un contrôle pour passer à une étape supérieure, pour créer ces blocs continentaux. Je vais terminer par un point très intéressant. Et je vais vous donner même les références. J'ai ce document avec moi. Voyez-vous, pour l'instauration de la gouvernance mondiale, je vous disais au début de ce topo, je vous citais le bouquin de H.G. Wells, La destruction libératrice de 1914, où la gouvernance mondiale s'établit suite à une guerre. Destruction du parti de l'humanité et l'accablement des populations fait que les gens décident de créer un bloc unifié, enfin une gouvernance mondiale avec 10 blocs continentaux. Ce que nous connaissons actuellement, le parachèvement de cette gouvernance mondiale n'est possible que par des événements prodigieux et douloureux. En fait, par une guerre et un effondrement du système pour favoriser la perfection, c'est-à-dire créer un tel désarroi suite à une guerre et une crise économique gravissime que les gens affolés accepteront plus facilement une gouvernance mondiale que dans une condition normale de paix, de sécurité. Agiter le peuple avant de s'en servir, comme le disait le diplomate Charles-Maurice de Talleyrand, principe de l'Orangina. Eh bien, ces oligarques, qu'ils soient russes, chinois, allemands, anglais et américains, se connaissent, se comprennent et sont d'accord sur la finalité. Là où ils se tirent dans les pattes, c'est dans le partage du gâteau. Et actuellement, Poutine, qui est un mondialiste et qui est un personnage très intelligent, mais de sans bulot, en tout cas comparé à François Hollande, Obama et Cameron, il n'y a pas photo. Poutine, lui, il veut une grosse part du gâteau. Et ça, les autres ne l'avaient pas prévu. Et il veut vraiment une grosse part. Il est gourmand, Poutine. Et pour le moment, il se dispute dans les répartitions des zones d'influence. Mais n'oubliez jamais ceci. Vous avez un Canadien, un officier canadien qui s'appelait William Guicard. Peut-être certains connaissent cet auteur. Qui a écrit un bouquin dans les années 50, je crois, qui s'appelait « Des pions sur l'échiquier ». Les pions, c'est États-Unis, Russie, Chine, Union européenne, et dans l'Union européenne, l'Angleterre et l'Allemagne. Et vous avez l'échiquier. L'échiquier, c'est par définition un lieu défini qu'on ne peut pas quitter. La pièce peut aller vers le haut, vers la droite, vers la gauche, reculer, mais le mouvement de la pièce, que ce soit un jeu de dames ou un jeu d'échecs, est conditionné par l'échiquier. Donc, celui qui contrôle l'échiquier contrôle toujours le déplacement des pièces. Peu importe l'intelligence de celui qui bouge les pièces, c'est celui qui possède l'échiquier qui a le dernier mot. Donc c'est très intéressant de savoir que ces oligarques savent qu'ils se baladent sur un échiquier. Et vous avez, et je vais vous donner les références pour ceux qui voudraient le vérifier, un article sorti dans un journal américain qui s'appelle le Washington Times du 25 octobre 2012. Je dis bien 25 octobre 2012. L'auteur est un économiste qui s'appelle Grady Means, qui a travaillé entre autres pour Nelson Rockefeller. Donc il a déjà le CV qui fait que lorsqu'il parle, c'est lourd. Il dit, je résume très vite, que le dollar américain est la monnaie d'échange mondiale, d'accord, que cela permet aux citoyens américains de bien vivre, d'accord, mais ajoute-t-il, nous sommes le 25 octobre 2012, il observe une perte de confiance des États dans le monde à l'égard du dollar, que ces États cherchent à se désengager, à acheter moins de bons du trésor en particulier.
et que ce désengagement des États à l'égard du dollar va se retourner contre les États-Unis qui vont s'écrouler. Et dans cet article du 25 octobre 2012, il donne cette chose absolument incroyable. Il dit, c'est même le titre de l'article, que l'économie américaine va s'écrouler le 4 mars 2014. Et ça, c'est un message pour initier. Parce que, chose incroyable, les événements qui conduisent à la mise à mort du dollar ont commencé fin février, début mars 2014, suite à l'affaire ukrainienne, la place Maïdan. C'est très intéressant de voir qu'en fait, cet écroulement qu'il dit pour le 4 mars, en fait, c'est un écroulement par étapes. Vous savez, on décroche, puis à un moment donné, il y a l'élément de trop qui fait que là, c'est la chute. C'est très intéressant de voir que cet homme-là, on dirait qu'il savait certaines choses, que des choses allaient se faire. Donc, quand il écrit ça au mois d'octobre 2012, en gros, 1 an et demi après, qu'un processus allait être engagé qui allait mettre à mort le dollar. Et effectivement, le processus a été engagé fin février, début mars 2014. Donc, ça veut dire qu'il y a un échiquier qui est formaté de telle manière qu'il oblige les pions russes, chinois, américains, etc., à aller dans une direction. Et chose très intéressante, si les Russes et les Chinois vont jusqu'au bout, et là ils vont jusqu'au bout, l'écroulement de l'économie américaine et du dollar, dans 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, évidemment, je ne sais pas la date, mais pas dans 30 ans, eh bien, ces oligarques russes et chinois vont rendre service à leurs copains oligarques américains, puisque la crise sera telle que les oligarques américains et canadiens, ainsi que mexicains, pourront justifier de la mise en place d'un bloc nord-américain, d'une monnaie nord-américaine, d'un bloc unifié dans tous les domaines, au nom de la lutte pour s'en sortir, il faut se serrer les coudes, unis on est plus fort, etc. Donc c'est très intéressant de se dire que finalement, l'ami Poutine et les Chinois vont rendre service dans cette mutation du corps nord-américain pour la création de cette entité nord-américaine. Il y a une chose, je vais terminer par ça. Je vous ai dit qu'il y a des personnes intelligentes, profondes, calculatrices. Vous savez, ce bloc nord-américain qu'on veut mettre en place, le premier à l'avoir évoqué, c'est un homme hors norme qui s'appelait le colonel House, qui était le conseiller du président Wilson durant la Première Guerre mondiale. Vous savez, lorsqu'on parle du traité de Versailles, on parle toujours des 14 points du président Wilson. En fait, Wilson n'a rien écrit, c'est Colonel House, Edward Mandell House. House qui a joué un très grand rôle aussi dans la création du CFR. Eh bien, House a écrit, Colonel House, en 1912, un livre, Philippe Dru, Administrator, qui est l'histoire d'un officier de West Point qui fait un coup d'État aux États-Unis pour mettre en place une dictature. Eh bien, dans le chapitre 52 du livre, écrit en 1912, il est écrit qu'il faut mettre en place un bloc nord-américain unifié. Donc c'est très intéressant de voir que ces élites ont une vue très très longue, ils se repassent le relais de génération en génération, ça prend son temps, mais ils y arrivent. C'est absolument incroyable de voir, en fait il ne dit pas l'unité du bloc nord-américain, il dit l'unité de la moitié ouest de l'hémisphère occidental. Et lorsqu'on lit le chapitre, ça correspond au Canada, États-Unis, Mexique, plus quelques îles des Antilles. Tout y est. Donc on voit, c'est ça que je vous fais comprendre, vous devez d'abord connaître et savoir les noms de nos ennemis, savoir que le projet est ancien, ce ne sont pas des gens à l'intelligence superficielle, ils sont méthodiques, ils iront jusqu'au bout. Il me semble qu'il y a un certain Georgia Guystone qui montre qu'il y a un projet de réduire l'humanité à 500 millions d'habitants. Ne croyez pas ça comme une simple décoration. Il y a une volonté de réduire l'humanité, parce que 7 milliards d'habitants, c'est trop pour les oligarques. 500 millions suffisent avec les techniques actuelles pour gérer les ressources de la planète. Donc, tout ce que je vous dis, c'est une volonté acharnée d'aboutir à une gouvernance mondiale.
et s'il le faut par une crise majeure, une guerre. Et chose très intéressante, tous les auteurs qui ont annoncé cette gouvernance mondiale, les H.G. Wells, Aldous Huxley, ont toujours annoncé que cela passait par une guerre suprême, un désordre complet, une sorte de guerre du feu et Mad Max réunis, pour aboutir à un idéal de gouvernance mondiale. À nous, en connaissant nos ennemis, de nous battre parce qu'on est sur Terre, les dinosaures, eux aussi, ont eu leur période de gloire, et pourtant ils se sont cassés la gueule. Ils avaient pourtant tous les pouvoirs. Eh bien, face aux dinosaures qui veulent nous imposer une gouvernance mondiale, sachons, d'abord, connaissons nos ennemis, ayez une véritable culture politique historique. Pauline Marois, elle peut dégager, elle pèse pas lourd, mais intéressez-vous à ceux qui sont dans les coulisses. Ayez une culture politique, ayez une culture religieuse, intéressez-vous au rôle de la synagogue, au noachisme, et avec tous ces éléments, on a une chance, au moment de l'écroulement du système, d'être les grains de sable qui empêchent cette mutation vers cette gouvernance mondiale. Et je compte sur vous, et entre autres sur des Canadiens français, pour renverser la vapeur. Je vous remercie. Oui, bien sûr. Alors, on va faire une période de questions. L'expérience aidant, je vous demanderai de ne pas dépasser 30 secondes dans votre question. Vous voyez la console qui est là, moi je suis juste en avant. Je peux débrancher les micros. Mais non, sérieusement, essayez d'être concis dans vos questions. Quand vous voudrez poser une question, évidemment, vous allez au micro qui est dans le milieu. Et puis, voilà. Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir. J'ai plusieurs questions, mais je vais commencer avec la première et laisser le tour à tous les autres avant de passer encore, s'il y a du temps. Donc, si la régionalisation va favoriser la compétition entre les États au bénéfice des multinationales, n'est-ce pas un argument en faveur d'un gouvernement unique avec des lois communes? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que vous voulez dire par là que l'éclatement des États, la promotion du régionalisme va de pair avec le renforcement du pouvoir des multinationales. Ah oui, évidemment. D'ailleurs, c'est une chose, je peux vous citer cet exemple. Dans le cas de la France, vous avez une région en France qui s'appelle l'Alsace. Eh bien, le Conseil régional alsacien a travaillé avec Microsoft, je crois, pour la refonte de tout le service informatique du gouvernement régional alsacien, du Conseil régional alsacien, pour la promotion en particulier des dialectes alsaciens. Microsoft qui s'intéresse à l'Alsace pour la promotion du dialecte alsacien. Il y a des trucs et on se dit, voilà, donc en fait, oui, les multinationales sont pour la promotion des régions parce qu'elles vont pouvoir jouer sur des rivalités internes. C'est la région qui aura les salaires les plus bas, les protections sociales les plus basses, la protection environnementale les plus désuètes. Eh bien, les multinationales vont faire jouer la concurrence et ça sera celui qui sera le plus vorace qui aura les faveurs des multinationales. En fait, vous avez ce film avec Matt Damon et Jodie Foster, vous avez l'humanité mélangée, cosmopolite, déracinée, on entend toutes les langues et qui vit dans une pauvreté crasse, et l'humanité, une élite qui vit dans un vaisseau spatial, j'ai plus le titre en tête. Comment? Voilà, Elysium. Et est-ce que vous avez vu l'emblème, le vaisseau spatial immense qui recueille les quelques milliers d'oligarques? C'est un pentagramme. Et Jodie Foster, qui joue le secrétaire général, a un nom. Smith, Jefferson, Rhodes. Comme Cecil Rhodes. Ils ont de la culture politique et historique, ces gens-là. Donc oui, effectivement, les multinationales ne demandent que ça. Donc, juste pour préciser l'idée, si on va passer au gouvernement mondial avec des lois uniques, ça va arriver après une balkanisation des États Oui. et la création de différentes régions.
En fait, c'est par étapes. Vous savez, c'est comme le passage de la chenille au papillon. Il y a le cocon, la zone intermédiaire, qui s'appelle le climax en biologie. C'est-à-dire, c'est une violence tissulaire qui permet de basculer d'un monde ancien pour se projeter vers un monde nouveau et supérieur. Donc, effectivement, c'est par étapes. Là, on peut leur faire un croc en jambe, c'est au moment du passage du monde ancien au monde nouveau. C'est là où notre action est utile, c'est qu'ils sont en train de bondir vers une autre étape. Et on peut être la pichenette qui dévie le corps en question pour le faire chuter. Mais s'il n'y a rien qui ne fait chuter, effectivement, on aura la multinationale reine et l'humanité asservie. Ma prochaine question est dans ce sens, mais je vais passer le micro, il y a une grande file. Merci. Merci. Bonjour. Deux Bonjour. choses. Oui. De manière plus précise, qui sont ces groupes? Qui sont ces oligarques? Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, est-ce qu'il y a un groupe ou des groupes qui pourraient faire un contrepoids? Alors, il faut intéressez-vous aux multinationales. Par exemple, vous donner un exemple, le TPN. Le TPN, c'est le réseau politique transatlantique, Transatlantic Policy Network, qui a été créé en 1992, qui a pour objectif de favoriser la mise en place du marché transatlantique. Vous avez une trentaine, oui facilement, de multinationales. Bon, bah, vous avez déjà, derrière ces multinationales, des noms. Vous allez sur leur site, donc tous les... vous avez une série, les Fred Bergstein, etc. Intéressez-vous à leurs noms. Y a-t-il un groupe qui les regroupe tous? Alors, je vais vous donner le nom d'une personne. Je vais d'ailleurs en profiter pour savoir si certains connaissent ce nom. Connaissez-vous Joseph Rettinger? Joseph Rettinger, merci. Et je vais répondre à votre question. Parmi tous les élites pour le XXe siècle, alors je mets Cecil Rhodes qui est mort en 1902, Joseph Rettinger est le plus grand des mondialistes. C'est lui qui est à l'origine. Vous allez voir, je vais répondre à votre question, mais j'y vais là aussi par étapes. Joseph Rettinger, il est mort dans les années 60, a joué un très grand rôle dans l'affaire des Cristeros dans les années 20, l'affaire des Vendéens mexicains, où il a joué un rôle pour leur destruction. C'était lui qui était le conseiller intime du général Sikorsky durant la Seconde Guerre mondiale, qui s'est tué en 1943 dans son avion au rocher de Gibraltar, et comme par hasard, Joseph Rettinger n'accompagnait pas Sikorsky le jour de son accident, un hasard, mais surtout, Rettinger est à l'origine, tout de suite après la Seconde Guerre mondiale, en 1946, en liaison avec le CFR et son équivalent britannique Chatham House, en mai 1946, de la volonté de créer un bloc uni européen, lui-même qui va ensuite s'agréger à un bloc nord-américain. Il a lancé en 1946 la LECE, qui est la Ligue européenne de coopération économique, dirigée par Edmond Giscard d'Estaing, le père de Giscard d'Estaing. Il a lancé le congrès de la Haye en 1948, qui est le congrès dirigé par Winston Churchill, mais en fait c'est Joseph Rettinger, pour le lancement de la construction européenne. Et il est entre autres à l'origine de la création du Bilderberg en 1954. Et, petit élément, il est à l'origine de la création en 1947-48 d'un institut qui s'appelait Mouvement européen, dirigé par un Anglais qui s'appelait Duncan Sandys, qui était le gendre de Winston Churchill. Eh bien, qui était au-dessus de Joseph Rettinger? Je ne peux pas vous donner les noms, mais je vais vous donner une expression. Dans la hiérarchie des princes mondialistes, vous avez Jean Monnet, vous avez Schuman, Richard de Coudenhove-Kalergi, et le plus haut, pour le XXe siècle, Joseph Rettinger. Et vous avez des gens au-dessus. Ces gens-là, on les appelle les supérieurs inconnus. Et si vous êtes croyant et catholique, au sommet de ces supérieurs inconnus, c'est Satan. Donc il y a une part, pour les gens au-dessus de Joseph Rettinger, une part d'inconnus. On ne les connaît pas. Mais ils existent. Ils existent. Vous, si vous êtes
si vous connaissez ces gens-là. Plus vous, plus vous, plus vous, plus vous. Voilà. Voyez-vous, le drame, c'est qu'on ne connaît pas. Qui connaît, alors, le CFR, Chatham House, qui connaît Joseph Rittinger, qui connaît tous ces instituts, qui connaît Bertelsmann. À titre personnel, j'ai écrit un livre sur Bertelsmann, la fondation Bertelsmann, qui est un empire des médias, la plus grande maison d'édition aux États-Unis, qui m'échappe d'ailleurs, c'est bien de pouvoir parler, mais il faut encore citer le nom, est dirigée par Bertelsmann, et c'est elle qui a édité le président Obama d'ailleurs. Les chaînes de télévision, RTL, etc., c'est Bertelsmann. C'est aussi un empire de géopolitique en faveur de la construction européenne et du partenariat transatlantique. Eh bien, ce média et en même temps ce think tank allemand, Bertelsmann, qui a été créé à l'origine en 1835, qui a commencé d'abord petitement, puis qui a grandi, eh bien, mon livre sur Bertelsmann, qui est sorti en 2010-2011, c'est le premier livre en français sur Bertelsmann. Et c'est ça qui m'a toujours sidéré, il n'y a eu personne à s'intéresser à Bertelsmann en 1900, 1920, 1930. Il a fallu attendre entre 1835, date de création de Bertelsmann, il a fallu attendre 2010-2011 pour qu'il y ait un Français qui dise « Tiens, c'est qui Bertelsmann? Tiens, je vais faire un livre sur Bertelsmann. » Nos ennemis nous méprisent parce qu'on est des gens ignares, creux, superficiels. Lorsque David Rockefeller, dans ses mémoires, chapitre 27, internationaliste et fier de l'être, dit « Certains m'accusent, moi et d'autres », David Rockefeller, donc la crème, hein, certains m'accusent, moi et d'autres, d'œuvrer contre les États-Unis en vue d'une gouvernance mondiale. Pas gouvernance mondiale, mais l'idée est là, de créer un État mondial, de conspirer contre les intérêts de mon pays. Il écrit ça. Hein. Si certains m'accusent de conspirer contre les intérêts des États-Unis et de créer, en fait, de vouloir créer une gouvernance mondiale, si c'est ce dont on m'accuse, je plaide coupable et j'en suis fier. Mais qui connaît ça? En fait, qu'est-ce qu'il disait? Il dit ça, il ajoute aux gens qui le lisent. Et je vous emmerde. Mais je vous emmerde, bande de gueux, bande d'esclaves, creux, superficiels, qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Il y a des moments où je donne raison entre guillemets, je leur donne raison. Ils nous méprisent, ces gens-là, parce qu'on ne réagit pas. On ne réagit pas. Donc, il faut connaître ces gens-là. Et quand le système va s'écrouler, c'est là qu'il va falloir agir. Mais agir parce qu'on connaît ces gens-là et d'abord survivre, parce que ça ne sera déjà pas évident, mais les solutions de rechange qui nous seront proposées, parce qu'on aura une bonne formation intellectuelle, un bon raisonnement, on pourra trouver les mots et la parade pour les contrer. Mais si on a la tête vide et qu'on a uniquement un verre de soda à la main, ben, on n'ira pas très loin. Voilà. Je voulais poser la question. Est-ce que vous pensez que le pape François est comme dans la Révélation, c'est-à-dire le dernier pape avant le gouvernement mondial, et est-ce qu'il servira on va dire de gauleiter des chrétiens comme un gauleiter musulman ou un gauleiter juif pour soumettre les gens plus facilement ou... Alors, c'est la première fois que j'entends l'expression gauleiter pour un pape, mais pour le pape François, ça convient tout à fait. Alors, en fait, vous faites référence à Saint Malachie. Saint Malachie, qui est un moine irlandais, qui a dressé toute une liste il a eu des visions, il a dressé toute une liste de papes, et à chaque pape, il a donné une expression latine. Alors, à première vue, je dis bien à première vue, le pape François semble être le dernier de la liste. Donc normalement, c'est la fin des haricots. Mais ce n'est pas le cas. Parce qu'en fait, excusez-moi, c'est le français qui parle, vous avez ce qu'on appelle les promesses du Sacré-Cœur, où le Christ est apparu à une religieuse française le 17 juin 1689, sous le règne de Louis XIV, où il a promis que la France serait marquée par le Sacré-Cœur, c'est-à-dire une sorte de catholisation intense.
où la France vraiment serait fidèle au baptême de Clovis. Le Christ a promis que la chose se ferait. Il a dit d'ailleurs, je régnerai malgré mes ennemis. Si c'est la fin du monde avec le pape François, ça veut dire que ce que le Christ a dit n'a aucune valeur. Si on est catholique, on est obligé d'y adhérer. Donc, en fait, ce qu'on connaît actuellement, c'est une zone intermédiaire. Ce qu'on va connaître, ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Voilà. Donc, il y aura encore d'autres papes, mais Vatican II va sauter, parce que Vatican II est une des branches du mondialisme. Je vais vous citer un cas. Je vous ai cité la création par Poutine de la communauté économique eurasiatique fin mai 2014, Russie, Kazakhstan et Biélorussie. Astana. Astana, c'est un centre, une ville maçonnique. Et Astana, c'est l'anagramme de Satana. Eh bien, vous avez à Astana un centre interreligieux, juifs, musulmans, catholiques, protestants, etc. Et pour les catholiques, c'est le cardinal Torrent, c'est lui qui a annoncé l'élection du cardinal Bergoglio, pape François, au mois de mars 2013, qui donc représente le Vatican. C'est quand même incroyable que ce centre maçonnique, qui est la ville d'Astana, soit à la fois le centre religieux de la religion universelle et le lieu aussi où a été lancée la communauté économique eurasiatique. Le Kazakhstan, c'est grand. Hein. Pourquoi ils ont choisi cet endroit-là? Ils sont très forts pour associer le lancement de projets à des centres symboliques lucifériens ou maçonniques. Donc, pour ce qu'on va connaître, c'est la fin d'un monde, c'est pas la fin du monde, et il va y avoir un renouveau, mais Vatican II va disparaître. Et je vous cite cet exemple parce que ça me vient à l'esprit. Lorsque le pape Benoît XVI est arrivé au pouvoir en 2005, j'ai lu son message de Noël, qui est d'ailleurs dans un de mes livres. Je crois la marche irrésistible. Oui, mais je ne sais plus la page, enfin, peu importe. Et c'est très intéressant, il dit, je cite de mémoire, « Homme moderne, parfois faible, prends la main de l'enfant de Bethléem afin de t'engager dans l'édification du nouvel ordre mondial. Seule une humanité unie pourra affronter le terrorisme. » Enfin voilà, c'est du Bush avant l'heure. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais savoir quels est selon vous les 2-3 réseaux d'influence les plus puissants ici au Canada. Et deuxième question, après les révélations de l'affaire Edward Snowden, est-ce que vous pensez que c'est seulement la partie émergée de l'iceberg? Alors pour l'affaire Snowden et la partie émergée de l'iceberg, c'est sûr. Donc la partie en dessous, je ne peux pas vous répondre. Vous savez, je vais vous dire une chose, il y a des moments où je ne peux pas répondre parce que je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas tout. Je me doute de certains trucs, mais l'affaire Snowden, bon. Pour le Canada, il y a une hybride, la famille des Marais, et l'élément clé qui joue un rôle capital, que ce soit au Canada, États-Unis et l'Europe, c'est la synagogue. Parce que dans l'idéal de la synagogue, il y a la volonté de prendre sa revanche sur le catholicisme, de transformer le catholicisme, je cite, en catholicisme d'Israël. Ça, c'est l'élément clé. J'allais dire, démarrer n'est qu'une branche, n'est qu'un outil. Mais intéressez-vous au noachisme, et je cite toujours ce bouquin extraordinaire écrit par un religieux français, et ça a été réédité aux éditions Contre-Culture, le site d'égalité et réconciliation d'Alain Soral. Le livre sorti en 1910, La conjuration antichrétienne, le temple maçonnique voulant s'instaurer sur les ruines de l'église catholique de Monseigneur de Lassus. C'est à la fois religieux, politique et historique. Ce religieux français qui s'appelait Henri de Lassus avait tout compris. Quand on lit son livre en 2014, 104 ans après la sortie de son livre, en fait, il fait un bilan de l'évolution du monde, du mondialisme de l'époque jusqu'à l'année 1910, et il dit que si rien n'arrête le processus, on ira une gouvernance mondiale, une religion universelle et la synagogue au sommet. En 2014, on lui met 20 sur 20. Il avait tout pigé. Vous avez des gens à intelligence profonde en faveur du mal, mais vous avez, Dieu merci, des personnes à intelligence profonde au service du bien. Et c'est tout à l'honneur de Monseigneur Henri de Lassus d'avoir donné et offert à l'humanité un bouquin qui est un chef-d'œuvre. Bon, il fait 800 pages, hein. Mais extraordinaire. Vraiment, lisez-le. Vous pouvez le commander, il coûte 25 €.
35 euros, 35 dollars canadiens, peut-être 38 dollars canadiens. Comment? Ah, vous l'avez reçu, très bien. C'est pourquoi je suis venu avec mes livres. Voilà. Mais blague à part, oh, merveilleux. Mais vraiment, monsieur, conservez ce livre. C'est un... vous savez, dans les bouquins qui sortent, il y a des milliers de livres qui sortent. 95% c'est poubelle. Hein. Et vous avez quelques livres qui sont des véritables chefs-d'œuvre. Vous avez ce livre-là et le même livre de l'auteur Monsieur de Lassus, sorti en 1898, l'américanisme. Il fallait sortir ce mot en 1898. Il avait compris les méfaits de l'américanisme. Il est hors norme. Mais à l'époque, théorie du complot. Il est con ce mec. Il est lourd. Il voit le mal partout. En fait, il avait tout compris, mais simplement étant d'une intelligence profonde, fine, subtile, et que c'était un monsieur moralement équilibré, parce que ça aussi, ça aide à penser juste, eh bien, il a vu plus loin et plus vite que les autres. Et ce n'est que, je veux dire, que 100 ans après, on se dit, bah oui, ce qu'il a écrit, c'est vrai. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. J'aurais deux questions. La première, c'est au niveau des quand vous parliez en France des États-régions, est-ce qu'il n'y a pas une crainte, ça y est à l'encontre de la volonté de gouvernance mondiale, dans le sens de renforcer les identités régionales de la France, la Catalogne, la Bretagne, l'Alsace par exemple. Et ma deuxième question, en cette fête de Saint-Pierre-Saint-Paul, l'Église catholique est-elle un rempart face à cette gouvernance mondiale-là? Alors, je réponds tout de suite à votre question. La deuxième, l'Église conciliaire de Vatican II est un agent du système mondialiste. Depuis Jean XXIII jusqu'au pape François, donc Paul VI. Je rappelle le discours de Paul VI à l'ONU, où il a reçu le prix de citoyen du monde. Je rappelle aussi le rôle du Congrès juif mondial lors de Vatican II. Lisez les mémoires de Gerhard Rickner, qui était secrétaire général du Congrès juif mondial, où il explique comment ils ont réussi à imposer la vision de la synagogue dans le cadre de l'Église. Et, chose très intéressante, il évoque, Gerhard Rickner, le rôle du Congrès juif mondial en octobre-novembre 1944 pour préparer la Déclaration universelle des droits de l'homme, d'abord en 1945 avec l'ONU, et ensuite la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948 à Paris au Palais de Chaillot. Donc l'Église conciliaire est vérolée jusqu'au sommet. Bon, humainement, elle est condamnée, mais les portes de l'enfer ne prendront pas contre elle, donc c'est temporaire. Alors, en fait, pour le cadre de l'Europe ou l'éclatement des États, j'ai bien dit que l'éclatement de la Belgique, de la Catalogne pour l'Espagne, etc., rendra service au mondialisme parce que l'objectif, c'est de créer une Union européenne. Donc, que les États se fragmentent, tant qu'on reste dans la coquille du système. Vous savez, c'est comme la soute d'un bateau. Vous pouvez avoir des cloisons étanches, pour en enlever 2, 3, mais il y a toujours la soute du bateau. Vous restez toujours dans le cadre. Donc, au contraire, ils veulent éclater les États pour créer des rivalités interrégionales, et c'est la région qui offrira des intérêts les plus intéressants multinationales qui pourra recevoir l'entreprise Tartampion. C'est ça qu'il faut voir. Donc, au contraire, le régionalisme supranational voulu par les instances européennes, voulu par les Américains, je cite cette chose incroyable où le Herald Tribune avait sorti en septembre 1974 une carte de l'Europe de l'Ouest régionalisée. Et ils encourageaient ça, parce qu'ils savent très bien que c'est un projet, c'est le principe pour bien digérer, il faut bien mâcher. Donc pour que l'humanité soit absorbée par les multinationales, il faut concasser les États, détruire les familles et faire des êtres décérébrés et nomades qui pourront être déplacés partout.